Donc voilà le projet. Donc c'est un shade que renversé, hein. Donc on peut voir du coup sur ce projet-là, donc c'est les deux parties des contre-moules, hein. Voilà, ils sont coupés au milieu, mais je les ai laissés l'un à côté de l'autre pour bien voir. Du coup ici, les petits trous là, ça va servir à former des ergots qui vont venir s'enquiller dans ici et ici là, enfin tout ça. Ça va permettre du coup une meilleure tenue pardon, du moule au cours de la coulée. Et puis histoire que tout soit bien aligné. On peut voir aussi juste là, alors si je zoome un peu, voilà, on peut venir voir que du coup il y a des évents. Donc j'en mets souvent en tête de leurre. Là j'en ai mis vers le bas, mais il faut savoir que forcément l'air a tendance à remonter. Donc on va couler bien sûr. Alors hop, ça va peut-être être mieux de le faire tourner. Hop, excusez-moi, je vous fais ça. Voilà, quand on va couler, le moule sera comme ça. Donc l'air aura tendance à remonter. Donc les évents sont intéressants, notamment ceux du haut. Après, bah, tout ce qui va être extrémité aussi. Et puis bah, là, je les ai quand même placés. Vaut mieux trop, un petit peu trop que pas assez. Par contre, faut essayer de pas les faire trop gros non plus, sinon le plastique a tendance à couler un peu trop au moment de l'injection. Donc voilà un petit peu le projet finalisé sur l'ordinateur. Alors on a plusieurs étapes. Euh, on va voir si c'est possible, parce que l'ordinateur est un petit peu lent. Donc je vais revenir à mon projet de départ. On va faire une pause, comme ça le temps que l'ordinateur calcule un peu, et puis que je me cale un petit peu. Voilà. Bon, bah écoutez, pas besoin de pause. Il est en forme aujourd'hui, il est un peu plus rapide. Donc je vais vous passer un petit peu les étapes de modélisation complète parce que ça demande du temps, hein. Donc voilà, on va faire un petit rapide tour. Donc j'ai ma forme, voilà. Donc rien de secret. J'ai ma petite forme. Alors elle sera modifiée au cours du temps, hein, parce que j'ai modifié au cours de la mise en place, enfin au cours pardon, du développement là, du projet 3D, là j'ai modifié des choses. Je l'ai parfois élargi, modifié la taille de paddle, enfin voilà. Donc il faut savoir que celui-ci, je ne l'ai pas encore testé en condition. De toute façon, le mood n'est pas fait, justement, c'est ce qu'on va voir. Alors, on va voir différentes choses. On va laisser l'ordinateur calculer. Est-ce qu'il est en forme? Voilà, donc là, bah, j'ai dessiné finalement le cône de coulée. Là, il est un petit peu collé, il bouge par la suite. Je pense que voilà, ici, on aura le cône de coulée qui est déplacé. Il est plus en contact direct avec le leurre, hein. Donc voilà, au fur et à mesure, je construis mes divers éléments. Donc là, on peut voir que le cône de coulée, donc là, j'ai le petit conduit là, qui est là, donc il va être en contact avec le leurre par la suite. Il y a déjà les premiers évents qui apparaissent. Hop, là, je pense qu'il y aura encore une bonne partie d'évents à arriver. Voilà, donc là, j'ai commencé la structure un petit peu. En fait, je construis cette structure-là tout autour et je viens couper à la moitié, en fait, par la suite, hein. On va voir ça. Je viens couper le contre-moule ici, hop, à la moitié. Voilà. Donc là, je pense qu'il va y avoir les fonds aussi qui vont apparaître. Je laisse tourner un petit peu. Ça paraît peut-être un peu long pour vous. Donc là, pendant ce temps-là, je ne peux pas faire grand-chose. Je ne peux pas vous montrer de vue autre. Donc on laisse tourner. Donc il faut savoir que moi je fonctionne avec un ordi qui est un petit peu merdique, hein, qui n'est pas de grande qualité. Donc ça peut demander un peu de temps de calcul, mais bah voilà, je prends le temps et j'essaie de bien faire les choses. Je fais ma petite pause en attendant.
Bah écoutez, pas beaucoup de changements. Ici, le cône de coulée, je l'ai bien placé. Tous les évents font partie d'un ensemble maintenant, de l'ensemble aussi. Allez, on y va gaiement. Qu'est-ce que ça va nous donner? Je pense qu'on va avoir là les fonds apparaître par contre. En revanche, voilà, ça y est. Donc ça y est, les fonds sont apparus, j'ai coupé. Alors si on regarde ici, hop, on va noter que les deux tranches sont pas identiques. Et ben, il y a une raison pour ça. Ça demandera du coup des temps d'impression différents, il faut s'en rendre compte. Mais c'est parce que ici j'ai besoin d'avoir de la profondeur pour mes ergots. Donc il faut voir qu'ici chaque paroi fait 2 mm. J'ai pas besoin de grosses parois pour pouvoir couler le RTV là-dedans après. Et que en fait j'ai besoin quand même d'ergots conséquents. Donc il faut que mes ergots, je puisse avoir un gros fond ici là. Hop, pour pouvoir faire mes ergots. Voilà, donc on voit ici que les ergots, à l'inverse, en négatif, n'ont pas été faits. Alors, et donc voilà, on attaque sur la dernière partie. Les ergots sont faits. J'ai donc mes deux parties, mes deux contre-moules. Ben, il ne reste plus qu'à lancer l'impression, hein. Donc il faut savoir que j'imprime en très très fin. Donc chaque partie de moule, alors là le leurre va faire 9 cm, le leurre en soi. Le moule, on va dire, bah, il doit faire quasiment il en fait 14 ou 12, je sais plus, 14 je crois au total. Donc chaque contre-moule fait 14 cm de haut. Donc pour la partie la plus épaisse ici, de manière générale, j'ai 15 heures je crois. Et sur celle-ci, j'ai 13 heures. Donc voilà, je vais les imprimer. Alors excusez-moi, je vais juste... Voilà. Je vais les imprimer dans ce sens-là, afin d'avoir un meilleur degré de finition à la remontée. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer le slicer, hein, après j'ai mes propres, comment dire, mes propres paramètres. Je voulais juste préciser un truc qui pourrait poser question. Hop. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai bien des murs, hein, qui font le tour, et je ne l'ai pas ici. Alors en fait ça sert tout simplement déjà à gagner en temps d'impression, et puis il me faudrait des supports pour retenir ce mur, hein, dans le sens d'impression où je vais le faire. Il faudrait des supports tout du long, de la base vers le haut. Donc ça serait complètement bête de le faire comme ça. Donc ça va être la partie haute au cours de l'impression, hein. Et donc je ne fais pas de mur et ça permet aussi au moment du démoulage de démouler bien plus facilement. Donc je ferme et on va le voir par la suite avec du scotch tout simplement. C'est une petite technique que j'avais repérée, hein, sur le net, et voilà, avec notamment dans le groupe comment dire, Pêche-leur la 100% impression 3D. Voilà. Bon, bah on va passer un petit peu, on va passer, je vais vous montrer le moule une fois imprimé. Et ben à tout à l'heure. Donc voilà, le petit passage par la cuisine pour la lumière là. Donc voilà le moule imprimé. Donc j'ai déjà fermé par du scotch ici, hein, la partie haute, comme je vous avais dit. Donc on peut voir que finalement, bah, voilà, dans les détails, on est plutôt propre. Hein, la finition est vraiment sympa. Ensuite, ce qu'il faut se dire, c'est que lorsqu'on va couler le RTV va vraiment prendre la qualité réelle du contre-moule, hein. Donc si on souhaite avoir un fini plus brillant, on peut vernir soit juste le leurre ou tout le moule en fait. C'est peut-être plus conseillé de vernir tout le moule pour avoir vraiment un plan de joint après identique des deux côtés. Euh, Par contre, donc ça peut être plus compliqué. Quand on a pas mal de détails comme ici, avec des détails fins, si vous prenez un vernis UV un peu trop épais, ça va être compliqué de vraiment garder les détails, ou alors il faut les marquer beaucoup plus à la création d'une heure sur le fichier 3D. Il faut vraiment faire des empreintes beaucoup plus marquées, plus profondes, plus larges, pour vraiment garder les détails une fois qu'on aura verni. Donc il y a Bracebait, hein, qui est donc un site de matériel là,
pour le do-it-yourself, hein, en moule. Ma caméra a coupé, donc on parle de braise bait. Donc il faut un vernis qui peut être dilué à l'eau, un vernis époxy qui peut être dilué à l'eau, qui peut être intéressant pour vraiment justement ce genre de finition-là avec pas mal de détails. Il reste un peu moins brillant tout de même que le vernis UV quand même quand il est bien fait. Sauf que là, bah, il trouve complètement son application. Bon, il sèche en 24 heures, s'applique au pinceau et peut vraiment venir vernir un petit peu. Là, j'ai décidé que cette version-ci ne serait pas vernie. Et voilà, au pire, il y a d'autres possibilités de finition par la suite. Donc voilà, donc la première partie, le café, bien sûr. Et donc la deuxième partie. Donc là, ben, je pense on est prêt pour effectuer la coulée du RTV et par la suite, on verra tout ce qui est démoulage, démoulage. Donc là, ça sera au moins 24 heures après, à peu près. Voilà. Allez, on passe à la coulée du RTV. Donc voilà, on revient donc sur dans le petit atelier. Donc on va préparer un peu le silicone RTV. Alors j'ai pas trop réfléchi à la manière dont j'allais tenir la caméra pendant ce temps-là. Donc on va essayer de passer sur un autre plan. Donc en tout cas voilà mes deux moules. Alors pour calculer la quantité nécessaire. Alors pour l'instant là aujourd'hui c'est avec du RTV Pavis, Pavis pêche. Donc ça se présente en petite bouteille comme ça, hein. Donc voilà. Le RTV Pavis Pêche, l'avantage c'est que bah, il est assez facile à mettre en œuvre. Il garde une certaine souplesse. Donc lorsque on a si par exemple, alors là c'est un petit modèle que j'avais imprimé juste pour m'amuser sur internet, hein, si on a par exemple comme les petites nageoires ici en bas à venir dans un leurre, à venir comment dire bah, modéliser et puis en fait voilà à venir retirer d'un moule, c'est parfois plus simple d'avoir un vernis qui garde une certaine souplesse. En revanche, lorsqu'on met l'impression avec l'injecteur pour couler ses leurres, un RTV qui aura comment dire une certaine souplesse va aussi faire que le moule peut se déformer un petit peu sous la pression. Voilà, donc ça c'est par contre l'avantage du RTV de chez Bracebait, qui est un peu plus compliqué à mettre en œuvre dans le calcul et tout ça, mais bon, pas énormément non plus, mais qui par contre va garder une grosse rigidité, et du coup c'est vrai que les problèmes de déformation sous pression de l'injecteur, là on retrouve un peu moins ce genre de problématique. Donc là on va passer c'est sur du Pavis en tout cas parce que c'est le seul que j'ai actuellement. Voilà. Ouais, donc on reprend sur la partie calcul du volume. Donc, bah, c'est pas compliqué, hein, on a un moule, on prend la taille. Donc celui-ci est à 12,5, j'avais dit 14, hein, c'est 12,5. 12,5, après en largeur, il fait 4,5. Et en profondeur, ça fait 2, hein. Pas tout à fait 2, ouais. Ici, on n'est pas tout à fait à 2 en profondeur. On est à un peu plus d'un et demi. Un et demi, non, un et demi. Là, je les ai fait un peu étroits quand même, hein. Ça peut jouer du coup comment dire, à la coulée, à l'injection. Donc voilà. Donc on va faire longueur fois on va dire hauteur fois profondeur. Et on va obtenir, normalement, là, je crois qu'on tombe sur 110 ou un truc comme ça, ou je vais refaire le calcul et je vous dirai. Et donc, c'est ce qu'on va mettre. Donc, on va mettre l'équivalent de 10 centilitres de mélange dedans. Donc, c'est un mélange à 50-50. Donc, on calcule, on met 5 centilitres d'un côté, 5 centilitres de l'autre. Et on reproduit la même opération ici. Voilà, donc j'ai refait le calcul, on arrive à 108, donc 14, non, 12,5 fois 4,5 fois, moi je crois que j'ai mis 2 d'ailleurs. Donc on arrive à 108 en fait, donc on décale la virgule d'un rang, on tombe à 10,8, donc ça fera 10 centilitres par demi-coque. Donc voilà, un peu moins je pense.
Donc bah écoutez, on va faire le mélange tranquillement. Hop. Donc bah moi je m'embête pas, hein, j'ai pas de verre mesureur, là je le fais avec des verres en plastique comme ça. Jusqu'à présent ça m'a pas porté préjudice. Donc là je vais mettre 10 d'une, comme c'est un mélange 50-50, je vais mettre 10 d'une part et 10 de l'autre, ce qui va me permettre d'avoir mes deux moules prêts et coulés. Alors l'avantage de cette méthode là aussi, avec l'impression de contre-moule entier là comme ça, c'est que bah, vos deux doubles coques, elles ont le même temps de curage, enfin le même temps de prise. Et donc là, du coup, bah, c'est plus rapide. Alors c'est plus long à l'impression, par contre, c'est plus rapide. Voilà. Donc la partie 2, le durcisseur, bah, je vais revenir rajouter encore 10. Voilà, ce qui va plutôt vite. Voilà, 10. Hop. Il restera de quoi faire. Alors ça vaut aussi ce type de technique là, d'impression de contre-moule. Ça vaut aussi pour les têtes plombées. C'est comme ça notamment que j'ai commencé. Et je me rends compte qu'on arrive à une précision très importante. Donc, enfin plutôt une précision correcte. Alors moi je suis en impression, alors comme on dit FDM, hein, donc ça c'est du fil, filaire là. C'est du PLA. On n'est pas dans la résine, on n'est pas dans comment dire dans l'utilisation d'impression résine qui par contre là on aurait une précision encore meilleure, voilà, mais qui est par rapport au post-traitement qui peut être qui peut paraître un peu compliqué, et puis ça reste des produits toxiques. Bon, le PLA n'est pas non plus neutre, hein, donc ça il faut quand même en tenir compte par rapport à l'impression. Donc là ben, je touille. J'y touille, et donc ben, je vais avoir des bulles, certainement, hein. Donc bien faire remonter aussi d'ailleurs le, comment dire, la première partie qu'on a versée, hein, la base là, qui est un peu lourde, un peu dense. Voilà. Et on repassera dans un autre mode de vue là pour la couler. Donc des bulles, je vais en avoir. Certainement, moi je débule pas, j'ai pas de chambre à dépression là pour débuler. Je verse d'assez haut mon mélange et ensuite je tapote les moules pour faire remonter. Là, a priori, il n'y a pas de design à problème qui va conserver de l'air ou quoi que ce soit. Donc en général, j'ai pas trop de problème avec les bulles. Voilà. Donc ça y est, on a bien mélangé. Pas hésiter à mélanger, vaut mieux un petit peu trop que pas assez. Hop. Voilà. Et donc, on va passer sur une autre vue. Alors, ben, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Donc, j'ai commencé à couler, hein, en gardant un fin filet, là. Voilà. Et on reprendra pour le deuxième. Donc voilà, hein, essayer de verser de haut, ça permet aux bulles un peu d'éclater, et on y va tout doucement. Et parfois même on peut arrêter le temps que le silicone se répartisse tranquillement. Éviter d'en foutre sur mes fringues aussi parce que... Voilà. Alors dès que ça approche des trous, hein, il faut laisser vraiment l'air ressortir, donc il faut ralentir un peu. Bon, là j'y vais un peu, j'avoue que ça va un peu vite, mais bon. Tenir le téléphone donc on voit pas mal de bulles à ressortir. Voilà, alors il y a moyen de faire mieux, sans bulles, tout ça. Là, le fait de le faire un petit peu en vidéo, là, c'est pas spécialement le plus facile, on maîtrise moins ses gestes. Faut que je m'imprime un pied d'ailleurs, hein, du coup de portable, pour pouvoir éviter ce genre de choses. Donc là, après, une fois que... Bon, j'hésite moins une fois que le leurre est recouvert et tout ça, là,
Bon, je peux y aller s'il y a quelques bulles, c'est pas trop gênant. Voilà, on va garder un petit peu, on en rajoutera s'il faut. On va commencer ici. Hop. Alors celui, donc le RTV Pavis, là, c'est vrai qu'il est quand même un peu plus fluide. Donc il se répartit plutôt bien. Alors je vais en profiter aussi pour vous dire que alors l'avantage de ce genre de procédé, c'est-à-dire l'impression de contre-moule et tout ça, de contre-moule en impression 3D, c'est que le contre-moule, je l'ai encore en fait. Donc si vraiment mon moule se détériore par la suite, je peux encore très rapidement réimprimer mon moule. Enfin, refaire comment dire, une coulée de RTV et en fait mon moule il est déjà voilà, tout le travail que j'ai fait en amont en fait il me resserre par la suite, hein, je gagne du temps. Donc, et puis même si jamais on veut augmenter un peu sa production, parce que là j'ai qu'une empreinte, c'est facile aussi de réimprimer plusieurs moules du même leurre quoi en fait. Voilà, donc vous voyez l'autre qui a commencé à se stabiliser, hein, ça y est là. Alors celui-ci, je trouve que je vais un peu vite aussi. Bon, normalement, il y aura pas de souci sur le démoulage. Il me semble qu'ils disent qu'il y a un temps de prise autour des 6 heures de base, mais que c'est bien de le laisser un peu plus longtemps. Donc voilà, je referai la vidéo de la suite. Donc voilà. Donc je suis pas trop mal dans ma quantité, hein. Normalement, on doit aussi enlever le volume du leurre, mais je dois avouer que là, ça dépasse mes compétences. Je pourrais peut-être le faire sur mon logiciel de dessin 3D, qui doit me permettre de calculer le volume général du leurre, quoi. Donc voilà. Là maintenant, bah, il reste plus qu'à prendre, hein. Hop, on y va généreusement. On laisse prendre et on verra la suite des moulages. Alors, petite technique de base. Ben, tapoter, alors là c'est hop, pour faire remonter les bulles un peu. Alors là j'y vais tranquillement. Bon, je dois avouer que j'ai pas trop de crainte sur ce leurre là normalement. Vous allez voir qu'il y aura une bulle mal placée, mais ça m'est jamais arrivé en fait. En tout cas sur ce type de leurre qui finalement est assez simple hein, à prendre. Lorsqu'on fait des fentes pour les hameçons texans par exemple, il y a plus de chances d'avoir une bulle emprisonnée à l'intérieur de la fente. Voilà. Bon, on peut hein, tapoter un peu plus et tout ça, mais pour les besoins de la vidéo, je ne le ferai pas. Donc, on n'a plus qu'à attendre. Donc voilà, ben, 24 heures après, à peu près. Donc ben, là, ça a bien pris. Donc, ben, il reste plus qu'à démouler tout ça. J'ai attendu pour refaire la vidéo et montrer. Donc voilà, donc on a bien... Le scotch a bien marché. Alors là, j'ai utilisé un scotch gris comme ça, mais on peut prendre... Bah, d'ailleurs, j'en avais d'autres ici. Un bon scotch plastique. Il suffit de bien tendre, par contre, quand on le met en place. Donc voilà. Alors, la face ici est un peu collante à cause du... Comment on appelle ça à cause du scotch. Voilà. Et une fois qu'on a décollé un petit peu... Voilà, le reste va suivre tranquillement. Alors on y va progressivement quand même, mais normalement il n'y a pas de raison. Alors on peut mettre un peu de vaseline hein, pour faciliter le démoulage. Moi personnellement j'en mets pas, je trouve que ça le fait bien. Voilà.
Et donc on a l'empreinte, alors très propre, vraiment très propre. Alors ce qu'il faut savoir du coup, hein, c'est que bon, mon empreinte ne sera pas brillante parce que je n'ai pas verni le moule. Mais par contre là j'arrive à une qualité de détail très propre aussi, très intéressante. Alors ce qui est possible de faire, c'est qu'une fois qu'on a coulé son air souple, hein, c'est de vraiment... c'est comment dire, c'est de vraiment, on peut le repasser un petit peu au pistolet à air chaud pour retrouver un peu de brillant. Voilà. Donc première empreinte, nickel. On va prendre la deuxième. Alors ici le scotch n'était pas spécialement bien mis, ça a coulé un tout petit peu. Hop. Voilà. Donc on enlève. Pareil. Alors rien ne m'empêche en fait hein, par la suite de venir revernir ces contre-moules là pour venir pour avoir une finition brillante. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué. Voilà. Et donc la deuxième partie qui est tout aussi nickel. Donc bah, maintenant le moment de vérité, hein, voir si on ne s'est pas trompé au moment de faire... et ben voilà. Donc vous pouvez voir que tout correspond. Les petits évents là. Hop. Et donc on est nickel. Hein. Donc là il y a encore un évent. Et cette partie-ci un peu plus irrégulière à cause du scotch. Mais sinon voilà. Donc on a un moule qui est vraiment propre. Qui bouge pas. Voilà, à la conception, faut vraiment en tenir compte. Je pourrais peut-être faire un tuto pour vraiment, comment dire, expliquer toutes les petites techniques que je mets en place lorsque je crée mon fichier de contre-moule. Notamment pour ces petits ergots là. Alors il faut vraiment bien prévoir que les trous soient 0,20 plus grands ou 0,30 plus grand, 0,30 mm plus grand que les comment dire, alors j'ai un appel en même temps, hein, que les petits ergots qui rentrent ici. Voilà. Allez, on passera à la coulée. Voilà, donc j'enlève le masque vite fait là pour vous. Donc je vais vous montrer la coulée, hein, quelque chose de tout simple hein, finalement. Et puis, mais du coup j'aurai un peu de mal à parler. Et puis il y a le bruit du micro-ondes de temps en temps. Donc voilà. Donc allez, c'est parti pour la coulée. Au pire, je mettrai un petit peu de zik. Hop. Hop. Allez, c'est parti. Voilà, donc on va démouler. Le moule est en froid, c'est possible que les premières coulées ne soient pas bonnes en fait. Donc voilà, on va faire un démoulage en live, on va voir si le moule a fonctionné ou pas. Il peut y avoir une histoire de pression avec des pinces aussi à régler, des fois ça peut être quelque chose comme ça. On va voir. Allez, c'est parti. Voilà, hop. On va tomber le masque parce qu'en fait, l'arche est extérieure. Hein. Donc voilà. On y va. Alors, voilà. Ça a l'air de s'être bien passé, le paddle a pris. Donc on voit un peu les élans hein, qui ont bien fonctionné. Bah, écoutez, je crois qu'on est sur quelque chose de pas mal. Alors c'est un petit chasseur, ça n'a pas pour vocation d'être très large. Voilà, on profite que ce soit chaud pour enlever. Alors chaud, ça va, hein, comme c'est la première coulée, on n'a pas trop eu le temps de... Hop, et on monte rendu. Hop. Voilà. Donc on est sur un petit millimètre, alors il y a quelques problèmes pour l'instant, hein. Ici par exemple un petit renfoncement lié au refroidissement un peu trop rapide. Là je suis en train de couler dehors, donc voilà.
Je vous ferai des photos pour vous montrer. Allez, j'en fais quelques-uns, et puis on se revoit peut-être pour la nage, dans cette vidéo ou plus tard. Voilà, donc en direct du bassin olympique. On va tester donc le leurre que j'ai coulé devant vous. Donc ça c'est le jaune. Donc je fais toujours des tests avec plusieurs matières pour vérifier celle qui fonctionne le mieux. Donc là c'est comment dire, c'est un petit peu des chutes, hein. Donc c'est des restes de matière que j'avais pour pas gâcher. Et donc voilà, maintenant le coloris là peut être intéressant pour la fin de saison, même s'il ne reste qu'une semaine. Donc voilà, on va faire le test en bassin. Donc première matière, premier coloris et deuxième par la suite. Donc voilà, allez c'est parti. Voilà, ça nage vraiment très nerveusement, j'aime beaucoup. Alors on va essayer de se mettre comme ça, de ne pas gâcher la lumière. Voilà, et ce que j'aime beaucoup, c'est que... Hop, excusez-moi, je bouge. Alors on va se faire comme ça. Voilà, c'est que cette matière-là travaille vraiment. Voilà, donc c'est petite particularité parfois, je vais en profiter. Hop, bah c'est nickel, j'adore. Quand on a des sections de queue assez fines comme ça, on a tendance à se dire ouais, je veux une section de queue assez fine pour avoir des leurres très souples qui nagent à moins de sollicitations et tout ça. Donc on réfléchit matière souple et c'est pas forcément vrai. Parfois quand on a des queues très fines, et ben donc là on peut voir le profil. Il est intéressant de mettre une matière un peu plus dure justement pour que par exemple le paddle arrive à se maintenir vraiment dans l'eau, parce que sinon il peut s'écraser et finalement casser la nage, hein. Donc voilà. Donc première matière vraiment idéale, enfin vraiment sympa, ça nage vraiment nerveusement et je pense qu'on peut même, voilà, il travaille au ralenti quasiment sur place. Voilà. Et ben déjà ça me va. Voilà, donc test après d'un nouveau coloris là, enfin d'un nouveau coloris, c'est un autre coloris et du coup c'est comment dire une autre matière, voilà, donc ce que je vous disais, tout l'intérêt de tester beaucoup d'autres matières. Donc je l'ai pas testé devant vous, on va le faire tout de suite et puis on verra bien le verdict. Donc celle-ci est une gomme un peu plus tendre, on va dire un peu plus dynamique aussi, alors on peut avoir des surprises, ça peut aussi ne pas nager. Alors, je fais juste une pause, le temps de me mettre le leurre, et on reprend. Allez, c'est parti. Voilà, alors on a quelque chose de beaucoup plus désordonné, un peu plus. Voilà, avec une queue qui a tendance à vriller sur elle-même. Quand on regarde bien, voilà, elle vrille sur elle-même. Alors ça nage, ça reste régulier, ça nage même à faible vitesse aussi, et du coup le battement est beaucoup plus large. Donc dû à la matière, hein, qui permet au paddle, hein, de vraiment se décaler. Donc, ça dépend ce qu'on cherche. Finalement, je crois que je préfère la matière un peu plus ferme. Et parce que celle-ci peut être intéressante. Donc, ce que je vous propose, c'est de me laisser un peu vos avis dans les commentaires. Donc, ces leurres viennent d'être faits. Donc, ils vont encore durcir un petit peu dans les heures à venir. Donc, la nage peut être aussi modifiée dans les heures qui vont venir. Donc, voilà.
Et ben, de toute façon, ça me plaît, les deux. Maintenant, je crois que je préfère la première qui a l'air un peu plus régulière quand même. Celle-ci fait un peu plus désordonnée, mais bon, peut être intéressante, hein. Alors à faible vitesse, il suffit de pas grand-chose hein, pour que ça nage. Et maintenant, ce qu'on va essayer, c'est d'aller un peu vite pour voir. Ouais, je crois que je préfère quand même l'autre, hein, qui est quand même plus régulière. Mais bon, celui-ci fera l'affaire quand même. Cette longue vidéo sur comment réaliser un leurre grâce à l'impression 3D en utilisant un contre-moule imprimé complètement hein, voilà, grâce à l'impression 3D. C'est un dur labeur. Parfois, on se retrouve un petit peu confronté à des échecs, notamment sur certains leurres qui ne nagent pas. Là, j'ai un modèle de leurre que j'aime beaucoup et la matière ne suffit pas encore à me satisfaire. Donc, c'est possible que j'ai à modifier le moule pour la troisième fois. Donc, trois moules, mais bon, quand on est passionné, eh ben voilà, on fait, on refait et on continue quoi. Là, donc le leurre que j'ai réalisé devant vous, c'était un leurre que j'avais jamais testé. Bon, c'est, on va dire quand même une forme relativement simple mais on peut avoir des déconvenues, notamment quand on voit avec la matière souple là, que j'ai utilisée, la plus souple. Bon, si j'étais resté à cette matière-là, c'était pas un chat qui me plaisait. Par contre, avec une gomme un peu plus dure, du coup, c'est bien, ça va amener une bonne tenue sur l'hameçon aussi. Du coup, avec la gomme un peu plus dure, là, il me plaît vraiment. Donc, ça risque d'être un bon leurre, puisque ça va être un leurre déjà solide, avec des vibrations serrées. Je sens que pour la perche, ça va plutôt être pas mal du tout. Le cendre aussi. Je pense qu'en vertical, c'est un leurre qui se comportera bien. Maintenant, il a un profil très fin. Donc je pense que je vais être obligé de designer une tête. Donc ce sera peut-être la prochaine étape, designer une tête plombée pour pouvoir aller dessus. Donc voilà, moi je vous remercie pour d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je ne sais pas encore comment elle va sortir, en plusieurs morceaux ou pas, je vais me débrouiller. Voilà, si vous avez eu le courage, merci d'aller jusqu'au bout.